Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'aviation est devenue un symbole du progrès technologique et de la lutte désespérée pour la suprématie aérienne. L'Allemagne, isolée par le blocus allié, tentait de trouver une arme miracle qui renverserait le cours de la guerre. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment est née l'idée du premier chasseur produit en série propulsé par un moteur à réaction, quelles difficultés les constructeurs ont dû surmonter, et pourquoi son engagement au combat est devenu plutôt un mythe qu'une véritable menace. Nous exposerons également comment les ambitions techniques se sont heurtées à la réalité de l'économie de guerre, des décisions politiques et des souffrances humaines. Pour comprendre l'histoire du Me-262, nous devons retourner à l'époque où les moteurs à réaction représentaient un concept futuriste. Nous suivrons le parcours depuis les premières expériences d'ingénieurs passionnés jusqu'à la production d'un avion qui inspirait la peur et l'admiration. L'introduction nous mènera aux pionniers de la propulsion à réaction, présentera les coulisses politiques du projet et suggérera que derrière chaque avion se cache non seulement la passion de l'ingénieur, mais aussi le sang de milliers d'ouvriers employés de force. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi le premier chasseur à réaction n'est pas apparu plus tôt dans le ciel, comment est née la légende de la décision d'Hitler de faire de l'avion un bombardier, et aussi que le développement d'une nouvelle machine en temps de guerre totale n'est pas seulement une question d'invention, mais avant tout de logistique, de matières premières disponibles et de destin humain. Nous attendent des histoires, depuis les tables de construction jusqu'aux aérodromes bombardés, des entretiens avec des pilotes qui apprenaient à manipuler les nouveaux moteurs, et un regard dans les souterrains où la production et les souffrances étaient cachées des avions alliés. Dans un moment, nous révélerons comment la technologie et l'histoire s'entremêlent dans l'histoire unique du Me-262. Au début des années 40, le monde de l'aviation se trouvait au seuil d'une révolution. En Angleterre, Frank Whittle expérimentait avec les premiers moteurs à réaction fonctionnelle, tandis qu'en Allemagne, un jeune ingénieur, Hans von Ohain, arrivait à des idées similaires. Ces essais avec un petit turbocompresseur sont devenus la base de l'avion Heinkel 178, qui en août 1939 effectua le premier vol d'un avion à réaction. Cette démonstration du potentiel de la propulsion à réaction intéressa le ministère de l'Air du Reich, RLM, bien que beaucoup pensaient que la guerre serait courte et que le développement d'une telle technique ne serait pas rentable. La naissance du programme de chasse à réaction en Allemagne doit être vue dans le contexte de la rivalité internationale. Les Britanniques et les Allemands savaient que la vitesse serait cruciale. Le projet du chasseur allemand portait la désignation interne projet 1065 et était dirigé par les ingénieurs Woldemar Voigt et Robert Lusser. Sur la base de l'exigence du RLM, qui voulait une endurance d'une heure et une vitesse d'au moins 850 km par heure, ils proposèrent une machine avec deux moteurs dans les racines des ailes et des longerons droits. Cette solution s'avéra rapidement impraticable, car la première génération de moteurs à réaction était lourde et leur maintenance aurait été difficile dans la construction des ailes. Le prototype fut donc retravaillé. Les moteurs furent déplacés dans des nacelles séparées sous les ailes, ce qui entraîna un déplacement du centre de gravité, et les constructeurs durent donner à l'aile une légère flèche de 18,5 degrés. Cette étape fut présentée quelques années plus tard comme une manifestation d'aérodynamique avancée. Mais en réalité, il s'agissait d'un compromis pragmatique. Les autorités allemandes confièrent le développement du moteur à réaction à deux entreprises, BMW et Junkers. Le BMW 003 devait être une unité plus petite et plus légère, tandis que Junkers travaillait sur un moteur plus robuste, Jumo 004. Au début du développement, personne ne soupçonnait que c'était précisément le BMW 003 peu fiable qui serait l'une des principales raisons pour lesquelles le Me-262 ne connaîtrait un déploiement en série qu'en 1944. Bientôt dans cette vidéo, vous découvrirez comment les retards dans le programme des moteurs ont forcé les constructeurs à improviser, y compris l'installation temporaire d'un moteur à piston dans le nez du prototype.
Mais avant d'en arriver là, nous révélerons l'atmosphère des laboratoires et des installations où naissait le projet le plus ambitieux de l'aviation allemande. L'équipe de construction dirigée par Woldemar Voigt et Willy Messerschmitt se mit au travail en 1938. Les premiers projets comprenaient un arrangement classique du train d'atterrissage avec une roulette de queue, des moteurs dans les ailes et une aile droite. Alors que naissaient les premières maquettes, il était clair que les moteurs à réaction nécessitaient une réflexion complètement nouvelle sur la répartition des masses. Les lourds moteurs BMW 003 poussaient le centre de gravité trop loin vers l'arrière. Ils furent donc déplacés sous les ailes dans des nacelles longitudinales. Ce changement nécessitait une aile légèrement en flèche avec un angle de 18,5 degrés, ce qui aidait à préserver la stabilité et améliorer simultanément l'aérodynamique à haute vitesse. Le premier prototype chat n'avait cependant pas de moteur à réaction fonctionnelle à disposition, et ainsi un moteur à piston jumeau 210 d'une puissance de 750 chevaux fut installé dans son avant. Cette propulsion improvisée permit le 18 avril 1941 d'effectuer le premier vol de l'avion, qui à l'époque ressemblait plutôt à un élégant planeur avec une silhouette de mouette qu'à une future machine à réaction. Le début aérien révéla une bonne maniabilité, mais montra aussi que la transition du moteur à piston au moteur à réaction ne serait pas facile. Une autre tentative de vol avec deux BMW 003 installés en mars 1942 se termina par une catastrophe. Les deux moteurs s'éteignirent et le pilote Fritz Wendel dut atterrir en urgence seulement sur le moteur à piston. Outre l'aérodynamique, la construction devait résoudre de nouvelles exigences opérationnelles. Les moteurs à réaction avaient droit de longs temps de démarrage et nécessitaient une piste plus longue et modifiée. Le train d'atterrissage passa donc à un arrangement tricycle pour améliorer la stabilité au décollage et à l'atterrissage. Les 4 premiers prototypes restèrent cependant avec le train d'atterrissage à roulette de queue, ce qui conduisit à des incidents dangereux. Les gaz d'échappement des moteurs lors de l'atterrissage visaient directement la piste et faisaient confondre l'asphalte. Ce fut une leçon précieuse. Les ingénieurs adaptèrent la construction des trains d'atterrissage et l'avion reçut une élégante roue avant. Les techniciens développèrent aussi une aile avec un longeron principal et un revêtement en duralumine, qui était fixé au fuselage par plusieurs dizaines de vis. Du point de vue constructif, le Me 262 était exceptionnel. Outre l'aile en flèche, il avait des volets de portance automatique sur le bord d'attaque pour une meilleure contrôlabilité à basse vitesse et des armes entièrement encastrées. L'armement standard de 4 canons Mk-108 de calibre 30 mm était conçu pour pouvoir disperser les bombardiers lourds en une seule rafale. Les spécialistes devaient cependant résoudre aussi les redoutables vibrations des moteurs. Celles-ci, avec la non-fiabilité des freins et des pneus, conduisirent à l'exigence de mélanges de caoutchouc de meilleure qualité, qui était une denrée rare dans le Reich. Dans un moment, nous révélerons comment la politique s'immisça dans le développement et pourquoi l'avion originellement de chasse devait devenir un bombardier. Tandis que les constructeurs modifiaient la forme des ailes, à Dessau se déroulait le développement non moins exigeant de l'unité motrice. Junkers, sous la direction du docteur Anselm Franz, travaillait sur le Jumeau 004 depuis 1939. Ce moteur fut le premier moteur à réaction produit en série au monde. L'équipe de Franz choisit un compresseur axial à 8 étages, qui permettait une haute efficacité et une compacité. Le moteur mesurait environ 3,8 mètres, pesait environ 720 kg et fournissait une poussée de 8,8 kN, 1980 livres sterling, ce qui était stupéfiant à l'époque. Le développement apportait une série de problèmes. Les hautes températures dans la turbine dépassaient 1000 degrés Celsius et l'industrie allemande avait, à cause du blocus allié, une pénurie critique de nickel, cobalt et chrome. Ces métaux sont indispensables pour la production d'alliages résistants à la chaleur, et ainsi les aubes de turbine durent être fabriquées en acier moins approprié, avec un traitement de surface mince en aluminium. En conséquence,
Les aubes s'allongeaient progressivement en service, creep, et le moteur devait être remplacé après 10 heures de vol. Les chambres de combustion étaient en acier doux et se déformaient rapidement, de sorte qu'elles surchauffaient et brûlaient. Les développeurs tentaient de résoudre le problème par un refroidissement innovant. Les aubes de turbines avaient des canaux d'air qui évacuaient l'air chaud. Malgré l'accès limité aux matériaux, le développement ne s'arrêta pas. Dès 1941, eut lieu le premier vol d'essai du Jumo 004, placé sur le fuselage d'un bombardier Ju-88, ce qui confirma les hypothèses théoriques. En 1943, commença la production en série, et plusieurs versions furent développées. La variante 004A utilisait des alliages rares et était plus fiable mais lourde. La version 004B avec une moindre proportion de métaux stratégiques était plus légère et moins chère, mais sa durée de vie n'était que de 25 à 35 heures. L'économie de matériaux était si rigoureuse que le moteur complet ne contenait qu'environ 5 kg de chrome. Le Jumo 004 utilisait du carburant synthétique J, produit à partir de charbon, ce qui devait assurer l'indépendance vis-à-vis de l'importation de pétrole. Les moteurs étaient cependant sensibles à une mauvaise manipulation. Une addition brutale de gaz pouvait causer un soi-disant flame-out ou extinction. Et comme l'avertissaient les développeurs, le moteur ne devait pas être exposé à une inclinaison latérale. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment ces difficultés techniques se répercutèrent sur l'entraînement des pilotes, qui devaient contrôler la poussée avec précision et délicatesse pour ne pas causer d'incendie. L'intérêt de la Luftwaffe pour l'avion à réaction était initialement tiède. En 1942, les fronts s'étendaient loin, en Afrique et à l'Est, et personne ne comptait sur le fait que les Alliés commenceraient un bombardement systématique diurne des villes allemandes. Malgré tout, Messerschmitt continua les tests. Après le vol infructueux avec les moteurs BMW 003 en mars 1942, le Jumo 004 se joignit au programme. Le troisième prototype Cial 3, avec 2 moteurs 04A, décolla pour la première fois le 18 juillet 1942, et le pilote d'essai Fritz Wendel décrivit la sensation d'accélération comme angélique. Le vol ne dura que 12 minutes, mais confirma qu'un chasseur à réaction était réalisable. Les mois suivants apportèrent une augmentation progressive des heures opérationnelles. Le RLM commanda 15 machines de pré-série. En octobre 1942, le nombre fut porté à 30, mais il s'agissait encore plutôt d'exploitation d'essai. Les testeurs découvrirent une série de défauts. Les moteurs étaient instables. Le remplacement du moteur après plusieurs heures de vol était courant. Et quand le pilote à l'atterrissage ajoutait brutalement du gaz, il y avait risque d'extinction du moteur et d'accidents tragiques. Beaucoup de hauts officiers considéraient l'avion à réaction comme une curiosité intéressante, non comme une arme réelle. En 1942, personne ne soupçonnait encore qu'en 2 ans, des milliers de bombardiers lourds américains se presseraient au-dessus de l'Allemagne. Le tournant ne vint qu'en 1943, quand l'aviation alliée lança des raids diurnes massifs et que la Luftwaffe commença à ressentir un manque dramatique de pilotes de chasse et d'avions. À cette époque apparut dans la propagande allemande la vision des armes miraculeuses. L'introduction du Me-262 au combat fut présentée comme la solution qui détournerait la défaite. La pression augmenta à tel point qu'en août 1943 fut décidé le lancement de la production en grande série. Simultanément, Hitler exigea que le nouvel avion remplisse le rôle de bombardier. Vous découvrirez les motifs de cette décision dans le chapitre suivant. Pendant ce temps, il fallait résoudre les questions pratiques. L'avion nécessitait des pistes plus longues et plus lisses que celles utilisées pour les chasseurs à piston. Et parce que les bombardements alliés détruisirent de nombreux aérodromes, les techniciens durent improviser. Les trains d'atterrissage fabriqués à partir de matériaux de substitution et les roues remplies de caoutchouc synthétique de mauvaise qualité se brisaient souvent à l'atterrissage, ce qui conduisait à des accidents mortels. Malgré tout, les pilotes d'essai s'exprimaient sur les avions avec admiration.
Leur performance à haute vitesse était si fascinante qu'en eux naissait le sentiment qu'ils touchaient l'avenir de l'aviation. En mai 1944, Erhard Milch et d'autres commandants de la Luftwaffe visitèrent le quartier général principal d'Hitler à Berchtesgaden. La discussion sur le Me-262 dégénéra en numéro théâtral. Hitler, qui craignait l'invasion en Normandie, s'imaginait que 50 machines à réaction avec une charge de bombe pouvaient détruire les forces alliées directement sur la plage. Quand il apprit qu'aucun des avions produits n'avait encore de support pour 2 bombes de 250 kg, il se mit en colère et accusa la direction de la Luftwaffe d'incompétence. Il ordonna que toutes les nouvelles machines soient modifiées en bombardiers. La décision d'Hitler, bien qu'elle ait souvent été considérée comme la principale raison du retard dans le déploiement du Me-262, eut en réalité un impact moindre. Selon les documents de la Luftwaffe, cette directive fut annulée aux principales unités de combat dès septembre 1944 et ne retarda le déploiement de la variante de chasse que d'environ 3 semaines. Le véritable problème était les moteurs. Jusqu'à l'été 1944, le Jumo 004 avait encore une durée de vie sous 20 heures et devait être souvent changé. L'obsession d'Hitler pour le bombardier conduisit en outre à un compromis malheureux. L'avion fut équipé de supports sous le fuselage. L'armement fut réduit à 2 canons. Et lors du largage des bombes, l'aérodynamique se dégradait. D'autre part, le leader avait raison sur un point. Le déploiement de machines à réaction contre les unités d'invasion sur la côte aurait un impact psychologique. À l'été 1944 fut créé le premier commando de bombardement, avec 9 avions, qui se déplaça à Châteaudun en France. Les pilotes reçurent cependant l'instruction de ne pas voler plus bas que 4000 mètres pour empêcher qu'une machine avec de nouveaux moteurs tombe aux mains de l'ennemi. Les raids de haute altitude en vol piqué affaiblissant n'eurent cependant presque aucun effet sur les unités au sol, et toute l'action manqua son but. Parallèlement fut créée l'unité commando Nowotny, dirigée par l'as de chasse Walter Nowotny. Elle reçut 15 Me-262 de chasse, avec des moteurs de pré-série, et devait servir à intercepter les avions de reconnaissance alliés. Entre août et octobre 1944, l'unité abattit plusieurs Mosquito, Spitfire et même un bombardier B-17, mais les problèmes techniques firent que sur 30 machines qu'elle avait sur le papier, maximum 3 ou 4 étaient capables de combat. La directive de bombardement d'Hitler devint ainsi en pratique seulement un épisode secondaire dans l'histoire qui fut déterminé par les défauts des moteurs et la crise matérielle. Le lancement de la production en série en 1944 devint un échec logistique. Le Me-262 n'était pas seulement un avion, c'était un système complexe nécessitant une production spécialisée de moteurs, cellules, ailes, avioniques et armes. À la fin de l'été 1944, le Jumo 004 réussit à être amélioré à tel point qu'il tenait 25 heures, et cela fut considéré comme suffisant. Ce n'est qu'alors que le design put être gelé et la production systématiquement planifiée. Malgré tout, le rythme réel différait des plans. En mars 1945, plus de 1000 machines sortirent des chaînes, mais à peine un cinquième atteignit les unités de première ligne. Le reste fut détruit par les raids ou le sabotage. La Late Strategic Bombing Survey indique qu'à la fin, avril 1945, plus de 1200 Me-262 furent acceptés en service. Mais en première ligne, il n'y en avait qu'environ 180. Les raisons n'étaient pas seulement dans les moteurs, mais aussi dans l'effondrement total des chaînes logistiques. Les usines d'armement furent bombardées, les chemins de fer détruits, les nœuds de transport anéantis. Le programme de production fut dispersé dans des dizaines d'usines pour réduire le risque de destruction, et en grande partie se déplaça sous terre et dans les camps de concentration. L'exemple le plus connu est le complexe Bergkristall près du village de Saint-Georges, qui fut désigné par le code B8. En mars 1944, y fut fondée une filiale du camp de concentration Gusen II.
Environ 272 prisonniers furent déjà au début de l'année. 1944 transportés de Mauthausen pour commencer la construction des tunnels. L'usine fut projetée comme un labyrinthe souterrain d'une superficie de 50 000 mètres carrés et devait être protégée contre les attaques de bombes. Pour réussir à achever les tunnels et commencer la production, au moins 12 000 personnes furent déployées, principalement des prisonniers juifs déportés de Pologne, Hongrie et d'autres pays. Les conditions étaient atroces. Dans des baraquements prévus pour 500 personnes, survivaient souvent plus de 1000 prisonniers. Les conditions d'hygiène n'existaient pas, et la durée moyenne de survie ne dépassait pas quelques mois. Les camps étaient gardés par des membres de la Luftwaffe, et l'ordre était surveillé par le SS Hauptsturmführer Fritz Zeidler et ses subordonnés. C'est précisément à Bergkristall et dans des usines souterraines similaires que naissaient les cellules de fuselage et une partie des ailes pour le Me-262. Ici eut lieu la jonction entre le génie technique et l'inhumanité. Les prisonniers devaient travailler 12 à 14 heures par jour sans repos et ne recevaient presque aucune nourriture. Beaucoup d'entre eux périrent en conséquence de l'épuisement, des maladies ou des exécutions. Les historiens estiment que dans le complexe Gusenpaper 2 et 3 périrent environ 35 000 personnes, la moitié de tous les prisonniers. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la production souterraine devint une preuve de l'effort désespéré de l'Allemagne à continuer la production malgré les bombardements massifs. La production des moteurs jumeaux 004 nécessitait aussi de vastes réseaux. Junkers construisit une usine à Dessau et une autre à Jena, mais à cause des bombardements, la production se déplaça vers de plus petites installations et aussi vers des usines près de Flossen et d'autres camps. Les producteurs durent improviser. Ils utilisaient des roues à aubes d'alliage moins qualitatifs, recyclaient des pièces usagées et même effectuaient des échanges de moteurs entre unités au front. Ces improvisations réduisaient la durée de vie des avions et créaient une pression supplémentaire sur la logistique. Quand en 1945 le front se rapprocha de l'Allemagne, les unités commencèrent à évacuer l'équipement vers les régions du sud. Le complexe souterrain Bergkristall fut libéré le 5 mai 1945 par des unités américaines qui trouvèrent des chaînes de production avec des dizaines de fuselages inachevés de Me-262 et des tas de morts. Cet héritage rappelle qu'une arme moderne naissait non seulement dans les laboratoires, mais aussi dans l'enfer du travail forcé. Non seulement le développement et la production, mais aussi l'entraînement des pilotes était pour le Me-262 une tâche complètement nouvelle. L'avion à réaction exigeait d'autres habitudes que les machines à piston. Lors d'une addition brutale de gaz, le moteur pouvait s'éteindre. Lors d'une réduction trop rapide du régime, il y avait risque d'arrêt du compresseur. Et la vitesse d'atterrissage était nettement plus élevée, environ 180 km/h. Il était ordonné aux pilotes d'éviter les grandes inclinaisons et de manipuler avec précaution le vent latéral. Ces règles devaient rapidement assimiler des gens qui souvent avant pilotèrent des types d'avions complètement différents. L'entraînement au vol à réaction était assuré par l'unité d'essai Erprobungskommando 262 et plus tard Kommando Nowotny. La plupart des pilotes étaient choisis parmi les chasseurs expérimentés avec plus de 500 heures de vol, mais progressivement entrèrent dans le cours aussi des jeunes gens avec un minimum d'expérience. Le lieutenant Walter Hagenah se souvenait que l'école au sol durait un après-midi, où on leur expliquait les dangers d'extinction des moteurs et la nécessité de travailler délicatement avec la manette des gaz. Puis ils montèrent dans l'avion, sans jamais avoir vu le moteur. C'était, paraît-il, un secret dans lequel les soldats ne devaient pas regarder. Certains novices n'avaient que 100 heures de vol sur des machines à piston et étaient à peine capables de décoller et atterrir avec le Me-262, encore moins de combattre. Kommando Nowotny, qui était l'une des premières unités de chasse opérationnelles, avait à l'été 1944 15 avions à disposition. À cause des pannes fréquentes, des moteurs et du manque de pièces de rechange, cependant, à peine un tiers était en état de combat.
Les pilotes apprirent rapidement que le point le plus faible du Me-262 était le décollage et l'atterrissage. L'avion nécessitait une longue piste, et la montée lente du moteur signifiait que la machine au décollage ne se détachait que difficilement du sol. Les as de chasse alliés patrouillaient donc au-dessus des aérodromes allemands et tiraient sur les Me-262 précisément au moment où ils se décollaient de la piste. Légendaire est l'histoire du pilote américain Urban Drew, qui le 7 octobre 1944, pendant un vol, abattit deux Me-262 lors de leur décollage. Les pertes d'accident étaient au moins aussi élevées qu'au combat. Le caoutchouc de pénurie dans les pneumatiques conduisait à l'éclatement des roues. La machine, lors de l'atterrissage, sortait de la piste et souvent se brisait. En hiver, 1944/45. De plus, la situation était aggravée par le temps. L'aérodrome d'entraînement Lechfeld était souvent enveloppé de brouillard. Les registres de la Luftwaffe de janvier 1945 montrent que bien que plus de 500 machines aient été produites, seulement environ 60 Me-262 furent affectés aux unités de première ligne. Le manque de pilotes entraînés et le chaos dans l'approvisionnement en carburant, J-2 ralentit le déploiement. L'entraînement n'était pas seulement un problème allemand. Après la guerre, les unités américaines dans le cadre de l'opération Lusty tentaient d'obtenir la technologie à réaction allemande et d'entraîner leurs pilotes. À Lechfeld se présenta une équipe Watson's Wizards qui utilisa la version biplace Mi-262B, un avec le surnom Vera, comme avion-école. Le pilote d'essai allemand Karl Bohr et son collègue Ludwig Hoffmann transmettaient aux Américains l'expérience de comment travailler avec les moteurs sensibles. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les pilotes américains réussirent à démarrer avec les nouveaux jets et quelles difficultés les attendaient lors du vol vers la France et ensuite vers les États-Unis. Quand le Me-262 arriva finalement au front, les attentes étaient élevées. La Luftwaffe forma ses premières unités de chasse à réaction, Jagdgeschwader 7, JG7, et plus tard, l'élite Jagdverband 44, dirigée par Adolf Galland. Il fut ordonné aux pilotes d'attaquer les bombardiers alliés de direction frontale ou arrière, de s'approcher rapidement et de tirer. Grâce à la vitesse de plus de 800 km/h, le Me-262 pouvait traverser une formation de B-17, tirer une rafale de munitions de 30 mm et disparaître. Dans les premiers combats sur le front occidental en août 1944, le pilote Hans-Joachim Westphalen abattit 2 avions de reconnaissance Mosquito. Ces succès renforcèrent l'image de la nouvelle machine. Malgré tout, cependant, la réalité n'était pas si brillante. En septembre 1944, Hitler annula la directive de bombardement et permit au Me-262 d'entrer dans les unités de chasse. Le commando Nowotny fut transféré à Achmer et SCP, où il devait retenir les bombardiers américains. Dans le premier mois, il rapporta l'abattage de 4 bombardiers et 12 chasseurs, mais perdit lui-même 6 machines au combat et 7 autres dans des accidents. Avec chaque semaine qui passait, il apparaissait que la vitesse n'était pas toute puissante. Les Alliés apprirent à garder les aérodromes, à attaquer les Me-262 au moment du démarrage et à utiliser leur accélération lente. En février 1945, les Me-262 chasseurs bombardiers effectuèrent la plus grande attaque. 55 avions attaquèrent les unités britanniques près de la ville de Clèves, larguèrent ensemble 27 tonnes de bombes, mais n'endommagèrent que quelques cibles et 3 avions furent abattus. En mars et avril 1945, quand plusieurs centaines de Me-262 de chasse s'engagèrent dans le combat, ils enregistrèrent plus d'abattages. Par exemple, le 31 mars 1945, les chasseurs à réaction volèrent 58 fois en action et abattirent 7 Halifax et Lancaster britanniques avec d'autres bombardiers, ce qui fut le jour le plus réussi dans l'histoire du Me-262. Ce record
représentait cependant moins d'1% des plus de 2000 machines alliées dans l'air. Dans le dernier grand déploiement du 10 avril 1945 décollèrent 55 Me-262 contre environ 2000 bombardiers et chasseurs américains. Les Allemands revendiquèrent l'abattage de 10 B-17 et 7 chasseurs d'escorte, mais perdirent eux-mêmes 27 avions et 19 pilotes. Cette bataille fut fatale pour les chasseurs à réaction. La moitié des machines au départ ne revint pas, et ce ne fut pas le seul jour noir. Les P-51 Mustang et Tempest alliés occupèrent les espaces autour des aérodromes allemands et attendaient littéralement que les avions à réaction ralentissent à l'atterrissage. Cela s'avéra être la plus grande faiblesse, même si le Me-262 s'échappait en vol horizontal. Dans les phases critiques, il était impuissant. Tandis que les performances du Me-262 étaient d'un point de vue militaire limité, l'effet psychologique sur les aviateurs alliés était significatif. Les pilotes de bombardiers rapportaient des éclairs argentés qui apparaissaient et disparaissaient en un instant, et le rythme du combat dut s'adapter à la nouvelle réalité. Les Alliés introduisirent la tactique de faire attention aux pistes de décollage. L'escorte de chasse dut réagir rapidement aux menaces de l'avant et de l'arrière. Il y eut des adaptations de tactique et l'établissement de coopération entre les avions de patrouille. Ce qui devait être une arme miraculeuse devint ainsi plutôt un catalyseur de changement de stratégie des deux côtés du front. L'histoire du Me-262 ne peut être close sans un regard sur le cadre plus large. À l'époque où l'avion naissait, l'Allemagne traversait une mobilisation totale. Le manque de matières premières, de main-d'œuvre et le bombardement des centres industriels toucha chaque usine. Le projet Me-262 exigea une quantité de travailleurs hautement qualifiés, ingénieurs, fondeurs, monteurs, qui manquaient dans d'autres secteurs. Les autorités privilégiaient souvent la production de types plus anciens, comme le chasseur Bf-109, parce qu'il était éprouvé, bon marché, et se produisait en milliers d'exemplaires. D'un point de vue économique, le Me-262 n'était pas un projet bon marché. Le moteur à réaction coûtait plusieurs fois plus qu'un moteur à piston. Selon les analyses internes, la production d'un moteur Jumo 004 était environ 2 fois plus chère que celle de 2 moteurs à piston pour l'avion Bf-110, et encore le moteur avait une courte durée de vie. De plus, il consommait du carburant synthétique J2, dont la production chargeait l'industrie chimique. L'utilisation stratégique devait donc tenir compte non seulement de la performance, mais aussi des chaînes logistiques. Et enfin, il y a la dimension humaine. Derrière la nouveauté technologique se cachèrent des dizaines de milliers de prisonniers qui, dans des conditions inhumaines, creusaient des tunnels, montaient des cellules et pressaient des tôles. Chaque nacelle dorée sous l'aile du Me-262 portait un morceau du travail de ceux qui ne virent jamais la lumière du jour. La propagande de guerre cachait cependant ces faits. Au public étaient représentées des images de machines élégantes et de pilotes héroïques, tandis que le vrai prix était payé loin des caméras. L'histoire du Me-262 est aussi un rappel que même la technique la plus avancée ne peut remplacer les facteurs de base de la guerre, suffisamment de matériel, des équipages entraînés, une logistique fiable et une coordination. Une arme miraculeuse peut impressionner, mais ne renverse pas le résultat si elle naît tard et en petit nombre. Contrairement aux avions alliés, qui se produisaient en dizaines de milliers, le Me-262 n'eut droit qu'à environ 1200 exemplaires opérationnels, dont une fraction atteignit le front. Dans un moment, nous révélerons comment cet héritage influença le développement de l'aviation d'après-guerre. Bien que le Me-262 n'ait pas réussi à changer le cours de la guerre, sa signification technologique ne peut être niée. L'avion fut le précurseur des futurs chasseurs à réaction, et ses solutions constructives inspirèrent de nombreux projets d'après-guerre. Après la capitulation de l'Allemagne en mai 1945, les Alliés se disputèrent qui obtiendrait le plus de technologie allemande. L'opération américaine Lusty, Luftwaffe Secret Technology, rassembla des dizaines de machines à réaction, y compris des Me-262,
et les transporta aux États-Unis. Les testeurs de l'USAF, dirigés par Watson's Withers, entraînèrent des pilotes américains à l'aérodrome Lechfeld, avec l'aide d'instructeurs allemands. L'entraînement de 2 mois permit aux pilotes de comprendre les nuances du contrôle des moteurs à réaction et posa la base pour le programme américain d'avions à réaction P-80 Shooting Star. En Grande-Bretagne, ils utilisèrent les résultats des tests pour le développement du Gloster Meteor et du de Havilland Vampire, qui devinrent les premiers chasseurs à réaction opérationnelle de la RAF. Les soviétiques, qui obtinrent plusieurs exemplaires de Me-262 et de moteurs jumeaux 004, lancèrent le développement des chasseurs MiG-9 et des bombardiers Il-28. La France et la Tchécoslovaquie construisirent des versions sous licence des moteurs et testèrent leur intégration dans leurs propres avions. Les solutions techniques, comme le compresseur axial, le système de refroidissement à 2 flux des turbines ou l'aile en flèche, devinrent standards. Le Me-262 ne laissa cependant pas seulement un héritage technique. Dans la conscience culturelle, il devint un symbole de l'obsession nazie des armes miraculeuses et aussi de la tragédie du travail forcé. Son histoire montre que même la technologie la plus moderne exige une économie robuste et un travail éthique. De nombreuses copies du Me-262 sont conservées dans les musées. Certaines sont entièrement aptes au vol et rappellent la fascination et l'horreur que la machine évoque. Des répliques apparaissent lors de journées aériennes et rappellent que même si la technique devança son époque, l'époque elle-même la détruisit. L'histoire du chasseur à réaction allemand. Me-262 montre que le désir de supériorité technologique peut conduire à des innovations audacieuses et à des erreurs tragiques. En quelques années, naquit une machine qui devança l'époque et inspira des générations de constructeurs. Simultanément, cependant, cette technologie devint le symbole du désespoir d'un régime qui ne fut pas capable d'assurer suffisamment de ressources, d'entraîner des pilotes, ni de protéger ses propres usines. Le Me-262 devint ainsi un témoignage que nulle arme miraculeuse ne peut à elle seule changer le cours de la guerre. Aujourd'hui, quand nous admirons les lignes élégantes des machines à réaction et lisons sur les records de vitesse, il est important de ne pas oublier les aspects sombres de leur naissance. Les usines souterraines, comme Bergkristall, nous rappellent que le progrès technologique ne doit pas être acheté par la souffrance. Dans cette vidéo, nous avons appris comment se construit un avion révolutionnaire dans un monde où s'effondrent les chaînes d'approvisionnement, et comment la décision d'un homme peut influencer tout un programme. L'histoire du Me-262 est un avertissement et une inspiration. Elle montre que l'innovation a besoin de temps, de ressources et de respect pour la dignité humaine pour pouvoir apporter un véritable bénéfice. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si l'histoire du Me-262 vous a intéressé, j'apprécierais que vous mettiez un like et que vous partagiez la vidéo avec d'autres qui s'intéressent à l'histoire et à la technique, que vous accompagne encore la soif de découvrir les secrets du passé.